Le missile Fatah quitte son lanceur mobile à 7h43. Le radar SPI-1D à bord de l'USS Thomas Hübner le détecte 4 secondes plus tard. Non pas parce que 4 secondes représentent une performance exceptionnelle. C'en est une, mais ce n'est pas la raison. La raison, c'est ce que le radar montre aux opérateurs dans le centre d'information de combat. Quelque chose qu'aucun d'eux n'a jamais vu sur un écran en situation réelle en dehors d'une simulation d'entraînement. Le contact accélère au-delà de Mach 5 et continue de grimper. Il ne suit pas une trajectoire balistique standard. Il manœuvre, pas de façon aléatoire. Il effectue des micro-corrections en temps réel, de petits ajustements de trajectoire pour lesquels aucun intercepteur du arsenal du Thomas Hübner n'a été conçu. L'officier d'action tactique, le lieutenant-commandant James Okafor, fixe la trace pendant exactement 1 seconde avant de comprendre ce qu'il regarde. L'Iran vient de tirer un Fatah. Il dispose d'environ 4 minutes et 30 secondes pour trouver comment arrêter quelque chose qui a été spécifiquement conçu pour être inarrêtable. Le Fatah est le premier véritable missile hypersonique de l'Iran. Il voyage à Mach 13 en phase terminale, 13 fois la vitesse du son, soit environ 4400 mètres par seconde. À cette vitesse, la physique de l'interception devient brutalement implacable. Un intercepteur SM-6 doit se placer exactement à l'endroit où se trouvera la cible au moment précis de la détonation. Contre un missile subsonique ou même supersonique, c'est un problème résolu. L'ordinateur de conduite de tir du système Aegis est extraordinairement efficace pour prédire où se trouvera un missile suivant une trajectoire prévisible dans 30 secondes. Mais le Fatah ne suit pas une trajectoire prévisible. Il utilise un véhicule de rentrée manœuvrant, une ogive capable de changer de direction pendant sa descente terminale, effectuant de petites mais significatives corrections de cap qui invalident toute solution d'interception au moment même où elle est calculée. Le temps que le SM-6 atteigne le point dans l'espace où le Fatah était censé être, le Fatah se trouve ailleurs. C'est comme essayer d'attraper une balle qui peut esquiver. À 7h44, le lieutenant-commandant Okafor ordonne le feu libre et le système Aegis commence à construire une solution d'interception. 2 missiles SM-6 décollent des cellules de lancement verticales avant à 7h44 et 22 secondes. L'ordinateur de conduite de tir a calculé le point terminal projeté du Fatah en fonction de sa trajectoire actuelle et a assigné les SM-6 en conséquence. À 7h45 et 41 secondes, le premier SM-6 atteint son point d'interception. Le Fatah n'y est pas. Il a effectué une correction de cap d'1,8 degré. Un changement invisible à l'œil nu, à peine significatif dans tout contexte normal. Mais à Mach 13, une correction d'1,8 degré se traduit par 340 mètres de déplacement latéral dans les 3 secondes entre la solution de tir et la tentative d'interception. Le SM-6 explose dans le vide. Le deuxième SM-6 est lancé sur une solution mise à jour 4 secondes plus tard et la même chose se produit. Le Fatah corrige à nouveau, de 2,1 degrés cette fois, et l'intercepteur ne trouve rien. 2 missiles SM-6 dépensés. 0 effet sur le contact entrant. À 7h46, le système Phalanx CIWS s'active automatiquement lorsque le Fatah pénètre dans son périmètre de défense intérieure. Le Phalanx est la dernière ligne de défense conventionnelle du Thomas Hübner. Un canon Gatling de 20 mm capable de tirer 4500 coups par minute, qui a réussi à détruire des missiles subsoniques et bases supersoniques dans des dizaines d'engagements. Contre le Fatah, il est mathématiquement inutile. Le radar de conduite de tir du Phalanx suit le contact entrant et le canon pivote pour engager. Mais la géométrie d'engagement à Mach 13 donne au système environ 0,8 secondes de fenêtre de tir. À 4500 coups par minute, cela se traduit par 60 projectiles dans l'air avant que le missile ne dépasse la fenêtre d'engagement. La probabilité que ces 60 projectiles touchent une cible manœuvrante à vitesse hypersonique est calculée par le propre ordinateur de conduite de tir du système à 3,2%. Le Phalanx tire quand même parce qu'il n'a pas le choix. Les projectiles ratent. Le Fatah continue sa progression. Temps avant l'impact. 41 secondes. Le lieutenant-commandant Okafor est un officier de marine de 3e génération.
Son grand-père a servi sur des destroyers pendant la guerre du Golfe et son père a commandé une frégate dans le Pacifique. Il réfléchit à la défense contre les missiles hypersoniques depuis sa thèse de 3e cycle au Naval War College il y a 3 ans, où il a rédigé un document de 47 pages sur exactement ce scénario. Un véhicule de rentrée hypersonique manœuvrant déjouant une défense en couche conventionnelle est la solution théorique qu'il a proposée dans ce document et la seule option qui lui reste dans les 41 secondes dont il dispose encore. Il enclenche l'interphone vers l'officier de conduite de tir du navire. Toute puissance en avant, conduite de tir. J'ai besoin d'explosions aériennes à fusée de proximité dans un couloir au cap 031. Altitude 250 mètres, tir continu, cadence maximale. Immédiatement. L'ordre n'a aucun sens conventionnel. Le canon naval, Mark 45 de 127 mm du navire, est une arme d'engagement de surface. Il est conçu pour frapper des navires et des cibles côtières, pas pour abattre des missiles. Mais Okafor n'essaie pas d'abattre le Fatah. Il essaie de faire quelque chose qui n'a jamais été tenté opérationnellement dans toute l'histoire de la guerre navale. Il essaie de construire un mur. Un obus de 127 mm à fusée de proximité n'a pas besoin de frapper directement sa cible. Il explose lorsque sa fusée détecte un objet solide dans le rayon de fragmentation létale, environ 15 mètres. Et lorsqu'il explose, il envoie des milliers de fragments d'acier à grande vitesse qui se propagent vers l'extérieur dans toutes les directions à des vitesses dépassant 1500 mètres par seconde. Une seule détonation de proximité crée une sphère de fragmentation d'environ 30 mètres de diamètre qui existe pendant une fraction de seconde avant que les fragments ne se dispersent. Une seule détonation ne suffit pas à arrêter un missile hypersonique. Mais le Mark 45 peut tirer 20 coups par minute en mode de tir soutenu. Et si ces coups sont correctement chronométrés et armés, chacun d'eux explosant à l'altitude et au cap précis où le Fatah doit passer, il ne crée pas une seule sphère de fragmentation. Il crée un couloir, une colonne d'événements de fragmentation qui se chevauche, à travers laquelle le Fatah doit voler. À Mach 13, l'équipe de conduite de tir du canon du Thomas Hübner s'est entraînée sur le Mark 45 pour un total combiné de 47 ans. Le maître canonnier, le premier maître Marcus Webb, règle les paramètres de fusée en 11 secondes et le canon commence à tirer à 7h46 et 31 secondes. 20 coups par minute. Fusée de proximité, cap 031, altitude 250 mètres. 10 secondes de tir continu. 200 projectiles dans l'air, chronométrés et armés, remplissant un couloir de 40 mètres de large et 200 mètres de long directement dans la trajectoire d'un missile voyageant à 4400 mètres par seconde. Le Fatah pénètre dans le couloir à 7h46 et 44 secondes. À Mach 13, il parcourt 200 mètres en environ 0,045 secondes. Durant ces 0,045 secondes, il traverse 17 événements de fragmentation qui se chevauchent. Les 6 premières détonations produisent des fragments qui ratent entièrement la cellule du missile. Le Fatah est petit et les sphères de fragmentation ne sont pas parfaitement centrées. La 7e détonation place un groupe de 8 fragments dans le rayon létal de l'ensemble d'ailerons de guidage gauche du missile. 4 fragments pénètrent dans le boîtier de l'aileron à des vitesses dépassant 800 mètres par seconde. L'aileron lui-même n'est pas détruit, il est endommagé. 2 de ces 4 surfaces de contrôle sont déchiquetées et l'actionneur commandant la 3e est sectionné. Le système de guidage du Fatah détecte immédiatement la réponse de contrôle asymétrique et tente de compenser, commandant aux surfaces de contrôle restantes de corriger. Mais les surfaces restantes ne peuvent pas générer suffisamment de force pour surmonter le déséquilibre aérodynamique créé par l'ensemble détruit à Mach 13. Le missile commence à virer, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Le virage se transforme en rotation alors que les forces aérodynamiques dépassent la capacité du système de guidage à maintenir un vol stable. À 7h46 et 52 secondes, le Fatah percute la surface du golfe Arabique à un angle de 67 degrés, à 159 mètres du flanc gauche du Thomas Hübner. L'ogive explose à l'impact avec l'eau. L'explosion projette une colonne d'eau de 60 mètres dans les airs et l'onde de surpression fait tanguer le Thomas Hübner assez violemment pour projeter 2 membres d'équipage hors de leur assiette dans le couloir devant le centre d'information de combat. Chaque vitre du pont bâbord vole en éclats sous l'effet de la surpression.
Un incendie se déclare dans un compartiment de stockage sur le flanc gauche à cause d'un fragment qui parcourt 159 mètres dans l'air après la détonation de l'ogive et pénètre dans la coque au-dessus de la ligne de flottaison. L'incendie est maîtrisé en 4 minutes et 17 secondes. Aucun membre d'équipage n'est tué. 3 sont traités pour des lacérations causées par les bris de verre. Le Thomas Hübner est pleinement opérationnel. Dans le centre d'information de combat, le lieutenant-commandant Okafor ne célèbre pas. Il prend la liaison vers le commandant et fait son rapport en 11 mots. Menace neutralisée. Incendie sur le flanc gauche sous contrôle. 3 blessés non critiques. Puis il se tourne vers son officier de guerre électronique et pose la seule question qui compte maintenant. D'où est-ce que ça vient? La signature du lancement du Fatah avait été capturée par les capteurs passifs du Thomas Hübner au moment même où le missile avait quitté son lanceur. Le lanceur mobile avait été positionné sur un promontoire côtier sur le continent iranien, surplombant le golfe Persique. Une position de tir en hauteur choisie pour maximiser la ligne de visée du Fatah vers les cibles dans le golfe en contrebas. Les lanceurs mobiles se déplacent après avoir tiré. C'est leur principal avantage défensif. Tirer et se repositionner avant que l'ennemi ne puisse réagir. L'équipage du corps des gardiens de la Révolution islamique s'était entraîné exactement pour cela et avait commencé à bouger au moment même où le missile avait décollé. Il disposait d'un itinéraire de repositionnement planifié et d'une position secondaire à 6 km. Ils avaient 47 secondes d'avance avant que le Thomas Hübner ne commence à élaborer sa solution de réponse. 47 secondes ne suffisent pas. Le système de conduite de tir du Thomas Hübner avait suivi le point de lancement en continu depuis 7h43. À 7h47, alors que le lanceur était encore en transit sur une route côtière en direction de sa position secondaire, la solution de ciblage était complète. 2 missiles de croisière BGM-109 Tomahawk décollent des cellules de lancement verticales du Thomas Hübner à 7h49. Temps de vol jusqu'à l'objectif. 11 minutes et 30 secondes. Le lanceur mobile avait été conçu pour atteindre sa position secondaire en 8 minutes. Il atteignait le mi-chemin de son itinéraire de repositionnement à 7h54 lorsque le premier Tomahawk est arrivé. Le second a percuté 14 secondes plus tard. L'équipage du corps des gardiens de la Révolution islamique, composé de 7 hommes, avait tiré le missile le plus avancé de l'Iran sur un destroyer américain et l'avait regardé tomber dans la mer à 159 mètres de sa cible. Ils avaient 47 secondes pour fuir ce qui allait suivre. Ils avaient besoin de 8 minutes. Les mathématiques n'étaient battant pas en leur faveur. À 8h01, le commandant du Thomas Hübner a transmis son rapport d'engagement au quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Un missile hypersonique Fatah tiré sur ce navire. Menace neutralisée par couloir de tir à fusée de proximité du Mark 45. Dégâts mineurs. 3 blessés non critiques. Position de lancement traitée. 2 Tomahawks sur cible. Lanceur détruit. Ce navire est pleinement opérationnel et prêt à poursuivre la mission. L'Iran avait tiré son missile le plus redouté. L'arme qui devait être inarrêtable. L'arme qu'il avait spécifiquement mise de côté pour le moment où il aurait besoin de quelque chose qu'aucun élément de l'arsenal de la marine américaine ne pourrait stopper. Elle est tombée dans le golfe Arabique à 159 mètres de sa cible. Parce qu'un lieutenant-commandant qui avait rédigé un document sur exactement ce scénario 3 ans auparavant au Naval War College se souvenait de ce qu'il avait écrit et avait 11 secondes pour agir en conséquence. Et l'équipage du corps des gardiens de la Révolution islamique qui l'avait tiré avait 47 secondes pour fuir ce qui allait suivre. La réponse de l'Amérique était déjà dans les airs avant que la colonne d'eau ne soit retombée à la surface de la mer.